Bonjour, Ludovic Kalengai est un activiste congolais des droits humains qui brille par son plaidoyer envers un état de droit à la République démocratique du Congo et surtout son combat pour la protection des minorités, entre autres les Tutsis du Nord Kivu, les Banyamulenge du Sud Kivu et les Hema de la province de l'Ituri. Kalengai est en prison depuis le 6 mai. Il est en prison à plus de 6 mois. Il a été arrêté à Kinshasa le 10 mai 2024 par le renseignement militaire congolais où il est toujours détenu. Au cours de cette émission, nous explorons les raisons derrière son emprisonnement, prolongé sans procès en examinant les fondements de son engagement, les dynamiques politiques et sociales qui en découlent. Je suis avec Tite Gatabazi, analyste politique et juriste, et aujourd'hui on va exploiter surtout sa casquette de juriste qui va nous éclairer sur son dossier en rapport avec cet emprisonnement abusif et tous les enjeux autour de ce dossier. Et pour commencer, Tite, j'ai essayé de décrire Ludovic Kalengai, mais je sais que vous le connaissez plus que moi. Et qui est-il en fait? Ludovic Kalengai, vous l'avez dit, c'était un défenseur acharné des droits humains et qui s'est intéressé très particulièrement à la problématique de l'Est de la République démocratique du Congo que les gens présentent comme ça par des billets et par des amalgames. Et lui, il a vraiment fait des recherches. Mais pourtant, Ludovic Kalengai n'est pas de l'Est. Il est de ce qu'on appelle, j'ai failli dire en République du Zaïre, il est de ce qu'on appelle en République démocratique du Congo, il est de l'espace, de l'espace Kasaï. Donc, il vient du même coin que de la région du Kasaï. De la région du Kasaï. Ouais. Kasaï oriental et Kasaï occidental. Il y a deux Kasaï. Mais on appelle ça espace Kasaï pour parler de l'espace linguistique, en fait. Ouais. Et qui évoluait à Kinshasa avant son arrestation. Mais Ludovic Kalengai a la particularité, lui, de s'être intéressé de manière, on va dire, académique à la question qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, à ces problématiques à la fois sociologiques, politiques, juridiques, aux implications qu'il y a dans les conflits. Quelles sont les causes réelles des conflits auxquels on assiste? Vous avez cité l'Ituri, tout le nord Kivu, le sud Kivu. Et donc, il a pris comme ça le dossier à bras le corps et il s'est inscrit en faux contre le discours de haine auquel on assiste en République démocratique du Congo, la persécution des Tutsis congolais, cette présentation quand même anachronique de dire que parce que quelqu'un parle Kinyarwanda, eh bien il faut le renvoyer au Rwanda. Oui, tant qu'on y est, Tite, quel est son intérêt justement? Parce qu'il n'est pas de l'Est, quel est son intérêt? Il n'est pas le seul à ne pas être de l'Est et à s'intéresser à la question. Vous avez Maître Gamakolo qui plaide pour tous ceux qu'on vient prendre à Goma, à Massissi, à Rutshuru, qu'on envoie dans les cachots à Kinshasa. Maître Gamakolo n'est pas de l'Est. Vous avez Basile Diatezwa, historien, qui essaye d'éveiller les consciences des Congolais, qui explique la problématique à l'Est. Il n'est pas de l'Est. Et donc, Ludovic Kalengai ne dit pas, écoute, comme moi je ne suis pas de l'Est, ça ne m'intéresse pas, les Kamere, les Bahati, les Vumiria, vous savez, au Congo, le nom que vous portez indique d'où vous venez. Si je vous dis Kambere, vous voyez tout de suite que c'est Mounande. Et si je vous dis Kakule, vous allez dire il est Mounande. Mais quand on dit Kalengai, vous dites, ah, ça c'est Kasaï. Et donc, il n'est pas de l'Est. Alors, quels sont les fondements de son activisme? Parce qu'il plaide pour les minorités comme les Batutsi du Nord Kivu, les Banyamulenge du Sud Kivu. Et il va de loin aussi en Ituri avec les exactions contre les Bahema faites par la milice Kodeko. En fait, il découvre dans ses recherches qu'il y a de la persécution, qu'il y a de la déshumanisation des Tutsis congolais, et
il se réfère un peu à l'histoire dramatique de ce pays où, en 92, quand on chasse les Kasaïens du Chaba à l'époque, devenu aujourd'hui Katanga, on les traite de biloulous. Traiter un être humain de biloulous, c'est des insectes. Et donc ça avait choqué beaucoup l'opinion et c'est resté, pour certains qui s'intéressent beaucoup aux droits de l'homme. Et donc Kalengai est frappé par ça. Il dit dans le discours politique, quand on commence à faire de la discrimination, quand on en arrive à déshumaniser l'autre, on va à la catastrophe. Et donc, avec son ONG, il fait de la pédagogie. Oui, je crois que les exemples qu'il donne, il donne les exemples de procédés de génocide à partir du Rwanda. Il montre donc sur cette déshumanisation. La déshumanisation, au Rwanda, on traitait les Tutsis de serpents. Ouais. Quand vous voyez un serpent dans votre maison, le premier réflexe, c'était des cafards. Et en République démocratique du Congo, justement, je vous donne l'exemple des Kasaïens qu'on a traités de biloulous. Et on continue comme ça. Vous avez entendu le discours de Justin Bitakwira. C'est inhumain ce que dit Bitakwira du haut de son siège de député, d'anciens ministres. Et c'est comme ça, et c'est ça qui... Kalengai qui avait cru à un moment donné au discours sur la démocratie, l'état de droit, les promesses de Tshisekedi, que si jamais il devenait président de la République, par un hasard, le premier acte qu'il poserait, ce serait de fermer les cachots de la DEMIAP, de l'ANER, là où on enferme irrégulièrement les Congolais. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer, 6 ans après son accession au pouvoir. Kalengai n'a pas de procès. Ça fait plus de 6 mois, vous l'avez dit. Et il est détenu par l'ANER. Il n'est pas détenu par le parquet ou une instance judiciaire. C'est ça l'injustice. Oui, Tite, en tant que juriste, aujourd'hui, comment vous qualifiez l'emprisonnement de Kalengai 6 mois dans les mains de services renseignements militaires. Oui, il n'y a rien de pire qu'il y a une arrestation arbitraire, c'est une détention illégale, c'est tout ce qui n'est pas droit. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Et on a vu des assassinats des activistes des droits de l'homme en République démocratique du Congo pour ne pas jouer comme ça avec la vie des gens qui interpellent les autorités et leur rappellent leurs engagements. Kalengai doit être, je pense, un déçu du discours qui avait fait rêver les Congolais, parce que l'UDPS avait un slogan magnifique, le peuple d'abord. L'UDPS parlait état de droit. L'UDPS disait fini, terminé, tout ce qui est extrajudiciaire. Nous allons restaurer l'état de droit dans ce pays. Et donc, quand il assiste comme ça à des arrestations arbitraires, au discours de haine qui est propagé par les autorités du pays, il se dit qu'il y a un danger ici. Sous la complaisance des autorités, bien sûr. Eh bien, écoute, ils en ont fait la preuve. Le gouvernement congolais est allié au FDLR, quand même, il faut le rappeler. Le FDLR, c'est l'idéologie génocidaire. Le FDLR, c'est la menace sur la sécurité du Rwanda, et ils sont en alliance avec qui? Avec le gouvernement. Et il faut rappeler aussi que Kalengai s'est exprimé là-dessus, quand il a rappelé le discours de Tshisekedi père, et qui regrettait comment le Congo a accueilli les militaires rwandais qui ont traversé avec des armes, bagages, avec des chèvres, avec des chars, avec tout ça. Mais en 1994, c'est vrai... il y a ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Les génocidaires embarquent la population avec eux. Et pour dire, il ne restera personne au Rwanda.
mais avec des implications à la fois politiques et diplomatiques. On les laisse à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda. Ils sont à Kibumba, ils sont à Mugunga, ils sont à Panzi, du côté de Bukavu, et ils traversent pour venir tuer encore au Rwanda. Et Ludovic Kalengai a fait des recherches sur tout ça. Il a lu des tas de rapports des ONG qui ont travaillé dans les camps de réfugiés à l'époque. Et quand il rappelle, justement, il cite Feu Étienne Tshisekedi, qui avait quand même dit on ne va pas se prévaloir de nos propres turpitudes. Et à l'époque, Étienne Tshisekedi dit quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Nous n'avons pas assumé nos propres responsabilités. Et il donne 2 exemples. Quand vous accueillez des réfugiés, vous les désarmez et vous les mettez à plus de 150 km de la frontière. Et nous, Aïrois, à l'époque, nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, on désigne le Rwanda comme bouc émissaire pendant que le Rwanda protège sa population et sa sécurité. Ouais. Ça, on va dire, c'est vraiment l'héritage d'Étienne Tshisekedi, que malheureusement son fils ne veut pas écouter. Kalenga, il avait rappelé, Maître Gamakolo ne cesse de le dire chaque fois qu'il en a l'occasion. Je disais que l'historien Basile Diatezo a dit, mais à un moment donné, il va falloir que nos autorités apprennent aussi l'histoire de leur pays, qu'ils apprennent la sociologie de leur pays. Même si par moment, vous entendez le président Tshisekedi dire les Banyamulenge sont des Congolais. Comme si il leur faisait une faveur. Ce n'est pas une faveur, c'est leur droit. Et c'est ça qui fait la légitimité du M23. Parce que le M23 se bat pour les droits des Congolais à qui on refuse leur nationalité congolaise. Oui. Et donc, Ludovic Kalengai s'inscrit dans cette dynamique de dire attention, nous sommes en train de persécuter nos propres concitoyens, nous sommes en train de fracturer le pays, nous sommes en train de diviser les communautés et on payera un prix très cher à cause de ça. Monsieur le Président, vous avez promis la cohésion nationale. Aujourd'hui, vous soutenez un discours de haine. Vous ne pouvez pas protéger un Bitakwira qui est sous sanction de l'Union européenne, qui est en train d'inciter à la violence de manière répétée. Et vous ne pouvez pas comme ça subventionner des chaînes YouTube qui propagent un discours de haine. C'est ce que Ludovic Kalengai dit. Ludovic Kalengai dit, mais attention, nous avons tout le processus génocidaire dans notre pays. Et l'héritage de ce pays ne nous le permettra pas. Il y a un collectif des avocats qui a documenté à la fois les massacres à Ituri, au Nord Kivu et chez les Banyamulenge, qui a déposé le dossier à la CPI. Kalengai ne sera pas content, en tout cas, il ne pourra pas s'en réjouir de voir le président de la République démocratique du Congo traîner devant la CPI pour génocide contre les Tutsis congolais. Et donc, au nom de tout ça, à un moment donné, je crois qu'ils sont très mal à l'aise, ils sont gênés, et pour toute réponse, ils choisissent de venir le choper et de le mettre en prison, au cachot en tout cas. Et donc, voilà pourquoi et comment Ludovic Kalengai se retrouve aux mains de l'ANER, de la DEMIAP, en tout cas d'un système extrajudiciaire. Comment peut-on établir un lien entre l'activisme de Kalengai avec les exactions qui se font à l'est de la RDC? Donc, je sais qu'il a mis en place même une organisation qui est un programme multisectoriel pour la vulgarisation et de sensibilisation. Comment peut-on établir un lien entre son activisme et la réalité malheureuse qui se produit à l'est de la RDC? Je vous disais, qu'en suivant ce que disait Ludovic Kalengai,
j'avais vu, il fait œuvre de pédagogue. C'est à l'issue des recherches qu'il avait constituées, il a même produit des documents qu'il a déposés, lui-même le disait, toutes les autorités congolaises, à quelque niveau que ce soit, toutes les chancelleries présentes à Kinshasa ont une copie du document que son ONG avait produit. Et donc après, il fait de la vulgarisation pour expliquer qu'on fait fausse route en disant de manière éhontée que les Tutsis congolais ne sont pas congolais. Mais il rappelle aussi que ça ne date pas d'aujourd'hui. En 90, à la conférence nationale souveraine, on a parlé de la nationalité douteuse. On a demandé à des grands notables, comme le vieux Rwakabuba, de quitter la salle de la conférence nationale pour nationalité douteuse. Et moi, Midi Djoui a été prié de quitter la salle parce que il disait aux gens, faites attention, vous êtes en train de persécuter des Aïrois. Quelle autre nationalité qu'on lui collait? Au vieux Rwakabuba, oui. Parce qu'il parlait Kinyarwanda, on disait qu'il était rwandais. Il devait rentrer au Rwanda. On le renvoyait au Rwanda pendant que tous ses ancêtres sont de Rutshuru. Et donc, il a fallu que les notables Hutus de Rutshuru, dont le Mwamindeze, signent un document pour dire Monseigneur, c'était celui qui présidait la conférence nationale souveraine, Monseigneur Monsengo, Monseigneur, nous attestons que non seulement nous connaissons le citoyen à l'époque, on les appelait citoyens, le citoyen Rwakabuba Shinga, mais nous connaissons son père et nous connaissons son grand-père. Et qu'ils sont des Aïrois. Ils sont tous Aïrois de Bouicha. Donc on a dit, ok, si c'est comme ça, qu'ils reviennent. Mais après, il y a eu des conséquences à l'Est. On a vu l'apparition de ce qu'on appelait les Bangirima, et une milice composée de Houndé, des Ndande, des Banyanga, qui ont commencé à massacrer les Tutsis congolais, qui ont commencé à décapiter des vaches, qui ont brûlé des maisons. C'est depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, ça persiste et c'est encouragé par le pouvoir en place. Et c'est ça que dénonce Kalengai avec son ONG, en essayant comme ça de dire aux gens, prenez conscience que nous faisons fausse route. Oui, Tite, quand vous parlez des promesses de l'UPDS, comment peut-on établir l'activisme de Kalengai avec l'UPDS? Je dis que Kalengai doit être un déçu de l'UDPS. Ça veut dire qu'il fut membre de... Ça, il ne le dit pas. Oui. Mais tous ceux qui ont suivi, l'UDPS avait des intellos du temps de feu Etienne Tshisekedi. Il y avait. Et donc, la rhétorique de l'UDPS, c'était état de droit, c'était démocratie, c'était droit de l'homme. Et ça, c'est des thèmes accrocheurs. Donc, ce qu'on a appelé les parlementaires debout, délimités là au siège de l'UDPS, il y avait une très grande pancarte qui écrivait « Le peuple d'abord ». Donc, l'UDPS, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi a fait l'inverse. Oui. Qu'est-ce qui a manqué pour honorer justement la promesse? Je pense qu'il y a d'abord le raté des élections de 2018. Tshisekedi prend le pouvoir, on va dire, contre la vérité des urnes. Et quand il arrive au pouvoir, il commet une erreur qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il fait venir des copains, parce que lui, il a évolué à Bruxelles. Il fait venir des copains de Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans un milieu avec des amis qui ne connaissaient rien à la chose publique en République démocratique du Congo. C'était quand même des copains congolais? C'est des copains congolais, oui.
Et c'est ces gens qui débarquent et qui remplissent les bureaux de la présidence, qui entrent en conflit ouvert avec ce qu'on appelle les combattants, ceux qui ont mené la bataille de l'opposition sous le leadership de Jean-Marc Kabound. Et il n'y a pas que ça. Ceux qui viennent de Bruxelles, ils ont soif, ils ont faim, ils veulent s'enrichir tout de suite. Et à Kinshasa, ça ne traîne pas. On commence à les appeler des jouisseurs, de frappeurs. La frappe au Congo, c'est l'équivalent de détournement. Quand quelqu'un a détourné, on dit qu'il a frappé. Okay. Et donc, ils se mettent comme ça à frapper. Et le premier scandale est le scandale de Vidi Chimanga, qui est conseiller stratégique du président de la République, qui se targue sur les réseaux sociaux d'avoir, lui, financé la campagne de Félix Tshisekedi, qui dit à des interlocuteurs, quand je vous parle, c'est comme si c'était le président qui vous parlait. Il faut obligatoirement écouter. Vous devez m'écouter. Si vous voulez avoir une chance, parce que le président ne peut pas me contredire. C'est Vidi Chimanga qui nous apprend que c'est lui qui a ouvert le premier compte offshore de Félix Tshisekedi à l'île Maurice. Et donc, tout l'argent que je prends sur vos projets, il prenait 20%, dit-on, il met ça sur le compte privé du chef de l'État. Et quand ça éclate, il est obligé de démissionner. Mais il n'est pas seul. Vous en avez comme ça qui rentrent dans cette dynamique d'enrichissement illicite. Et donc, après, vous avez le procès 100 jours. Ouais. 57 millions de dollars qui volatilisés comme ça. Qui a frappé le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Il passe, mais même s'il fait la prison, on ne retrouve pas l'argent. Même si Kamerhe est réhabilité, c'est le président Tshisekedi qui vient expliquer sur un plateau de télévision que Kamerhe était victime d'une cabale. Mais d'une cabale de qui? De ces frappeurs-là de la présidence. Ce que Kamerhe lui appelait de la bande des copains. La bande des copains, des coquins. Les électrons libres de la présidence. Quelqu'un qui a une carte de visite, mais qui n'a pas d'attribution spécifique. Il est conseiller du président de la République. En quoi, on ne sait pas. Il est chargé des missions à la présidence de la République. Et voilà. C'est comme le vice-premier ministre. On en a pléthore. on en a pléthore et on ne sait pas. Donc, il y a ça. Après, vous avez quand même le discours de Tshisekedi lui-même. Je crois que Tshisekedi multiplie les promesses. Il ne sait pas comment on peut le réaliser. Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'habite pas la fonction du président de la République. Parce que dans son expression publique, on ne sent pas le poids des mots, les promesses du chef de l'État et ses réalisations. Lui ne réalise jamais rien. Il promet. Il a été en Bandaka, il a dit qu'il allait leur construire une université au standard de l'Occident. Il a été en Boujima, il a promis, voilà. Il multiplie les promesses. Mais il commet une autre faute au niveau de sa fonction de président de la République. Tshisekedi fait preuve d'irresponsabilité. C'est toujours de la faute des autres. Et il multiplie comme ça des boucs émissaires. C'est tantôt l'ancien président Kabila qui fait qu'il n'arrive pas à bien gouverner. Et après, il se souvient qu'il faut indexer le Rwanda. Et aujourd'hui, le débat, c'est la constitution qui empêche le président de fournir
de l'eau potable à sa population, de payer les fonctionnaires. Et je crois qu'il est en train de réussir une prouesse. C'est de se mettre tous les Congolais sur le dos. D'accord. Ok, on chemine vers la fin, mais cette dernière partie concerne... donc, Kalengai, c'était pas sa première fois de l'entendre, de l'écouter, en train de dénoncer tous ces abus. Mais comment on est arrivé à l'arrêter? Parce que ça faisait un bon moment d'autant qu'il faisait sa plaidoyer. Il a mené son ONG, il a fait ses actions de plaidoyer. Je crois Kalengai s'inscrit en faux avec le discours ambiant du pouvoir de Tshisekedi. Tshisekedi veut que tout le monde dise que les maux dont souffre le Congo viennent du Rwanda. Kalengai et les autres dont j'ai cité, il y en a un bon nombre. Il y a aussi l'Église catholique, il y a les opposants qui disent nous avons des problèmes structurels ici. Je crois qu'une fois on avait évoqué le propos de l'artiste Koffi Olomide. Quand le ministre congolais des Finances avait dit le Rwanda nous vole 1 milliard de dollars. Et Koffi qui dit je concède le milliard au Rwanda. Le budget de l'État congolais fait 15 milliards. Vous pouvez nous expliquer les 14 milliards ont servi à quoi? Le tribalisme qu'il y a au Congo, est-ce que ça vient du Rwanda? La corruption qu'il y a au Congo, est-ce que ça vient du Rwanda? Les détournements auxquels on assiste, c'est devenu le sport national. Est-ce que ça vient du Rwanda? Donc, à un moment donné, soyons sérieux, soyons responsables et regardons quels sont les problèmes que nous avons, quelles sont les causes pour que nous puissions avoir des solutions. Le discours de haine qu'il y a ici, est-ce que c'est le Rwanda qui nous a appris à haïr les autres? Et donc, quand Kalengai s'inscrit en faux, ça commence à déranger le pouvoir. Et je pense que dans les chancelleries, on parle beaucoup de lui. Et donc, comme il y a du zèle autour du chef de l'État, on lui dit qu'il faut le mettre au frais, comme ils disent là-bas. Et donc, les services de renseignement viennent le cueillir à leur manière, ça veut dire avec beaucoup de brutalité, et on le met dans un endroit inconnu. Où il est obligé de sauter. Voilà. La question que donc j'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux des gens qui se demandaient pourquoi la MONUSCO n'a jamais réagi par rapport à la station de Kalengai, alors que parmi les projets de Kalengai et de plaidoyer, il est souvent en collaboration avec la MONUSCO. Mais aujourd'hui, la MONUSCO, c'est silence radio, c'est quoi? La MONUSCO a accumulé beaucoup de griefs, dont cette flagrance-là. Dans une mission des Nations Unies de la taille de la MONUSCO, vous avez toujours une composante, le Bureau des droits de l'homme. Et Kalengai n'est pas le premier activiste qu'on ne connaît pas. Ils connaissent la figure de Kalengai. La MONUSCO est à l'Est. Et donc, on connaît le discours de haine, connaît la persécution des Tutsis congolais. Effectivement, ce silence-là est très gênant de la part de la MONUSCO, censée défendre aussi, en plus de la protection des civils, il faut défendre les droits de l'homme. Mais silence radio, quand il s'agit de quelqu'un comme Ludovic Kalengai, c'est vrai, c'est une tare aussi sur les missions de la MONUSCO. Est-ce que vous pensez, parce que la MONUSCO se montrait souvent derrière Kalengai, le projet de dénoncer les discours de haine, avec d'autres travaux aussi dans ce combat de défendre les droits humains, est-ce que vous pensez que c'est par omission ou c'est par peut-être crainte de perdre la crédibilité du gouvernement qu'il a arrêté? Mais ils ne sont plus crédibles. La MONUSCO n'est pas crédible ni en République démocratique du Congo, ni auprès du gouvernement.
il y a des jeux d'intérêt entre tous ces acteurs-là. La MONUSCO ne protège pas la population. On a vu le président du Sénat, Bahati Lukwebo, venir à Goma et demander à la population est-ce que vous voulez que la MONUSCO parte. Le lendemain, on est allé casser les installations de la MONUSCO. Et donc, il y a, on va dire, une complaisance, sinon une complicité entre la MONUSCO et les dérives autoritaires du pouvoir de Kinshasa, juste pour se maintenir à l'est du Congo, ne pas protéger la population, mais servir plutôt d'autres intérêts. Pour finir, à la fin de notre émission, peut-on confirmer que Kalengai est en prison pour son activisme à la défense des droits humains ou pour des fins politiques? En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir détourné des fonds publics. Non. Il n'occupe pas un poste officiel. Oui, Kalengai a été appréhendé parce qu'il défend les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de cet emprisonnement? 6 mois dans les mains des renseignements militaires, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense tout le mal que je peux en penser. Je pense que c'est une dérive autoritaire. Je pense que c'est une violation grave des droits humains. Je pense que c'est une démarche pour le faire taire. Et la seule façon de le faire taire, c'est de le mettre au cachot. C'est aussi simple que ça. C'est par son regret qu'on met en point final à notre émission. Merci de nous avoir suivis. Tite Gatabazi, merci beaucoup pour c'est moi qui vous remercie. Votre soutien. Okay. Merci également à Nuhu Musemakweri qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission. Révélé Bazikamwe était à la présentation. À la prochaine.